Voilà, donc bonjour tout le monde, chers amis, chers résidents, chers assistants, dear colleagues. Donc, nous voilà encore une fois aujourd'hui dans ce mythe qui apprend beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans l'insuffisance cardiaque. Il y a beaucoup de choses nouvelles, surtout à la lumière des dernières recommandations de l'European Society of Cardiology. Donc, ça sera présenté par nos résidentes et sous le contrôle de notre spécialiste en insuffisance cardiaque, le docteur Germain. Allez, à toi la parole. Alors, bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui, le docteur Germain et moi-même, quelques études qui ont un petit peu chamboulé la vision que nous avions de la prise de l'insuffisance cardiaque. Et je commencerai dans cette première partie par les études concernant les inhibiteurs des SGLT2. Alors, l'insuffisance cardiaque est un problème de santé publique majeur dont la prévalence ne cesse d'augmenter. Elle est estimée à 26 millions de malades dans le monde, avec plus de 74% de ces patients qui ont au moins une comorbidité, ce qui aggrave donc leur état de santé et rend leur prise en charge plus difficile. L'Afrique et le Moyen-Orient concentrent la majorité de la population mondiale et donc un grand nombre de malades. L'Algérie ne fait d'ailleurs pas exception. Et malheureusement, la plupart des études nous proviennent de l'Europe et de l'Amérique du Nord. L'insuffisance cardiaque représente également un problème de santé publique et un problème économique. Elle consomme 1 à 2% du budget global attribué à la santé. Comme on peut le voir sur ce planisphère, la prévalence de l'insuffisance cardiaque varie entre 1 et 6% selon les pays, avec une moyenne de 2% en France et aux États-Unis par exemple. Ces malades sont loin d'être simples à prendre en charge. La plupart cumulent plusieurs comorbidités, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète, sans oublier la dépression bien souvent négligée alors qu'elle impacte la prise en charge de manière considérable. On continue avec les chiffres et avec le développement de la recherche, l'amélioration des conditions de vie, les gens vivent plus longtemps. Alors qu'en 2012, seulement 11% de la population avait plus de 60 ans, en 2050, on prévoit le double, soit 22% de cette dernière. Une personne sur 3 aura plus de 65 ans et une personne sur 10 aura plus de 80 ans. On imagine bien que la prévalence prédite de l'insuffisance cardiaque suivra cette tendance vers l'augmentation. L'insuffisance cardiaque, c'est encore plus de chiffres alarmants. Les hospitalisations pour décompensation cardiaque représentent à elles seules jusqu'à 4% du total des hospitalisations, toutes spécialités confondues, soit 1 million d'hospitalisations annuelles aux USA et en Europe. De plus, ces séjours sont plutôt longs. Si un STEMI peut sortir au bout de 48-72 heures, une décompensation cardiaque séjourne 5 à 10 jours en moyenne. Parfois plus, selon le malade, son degré de congestion, sa réponse aux diurétiques, etc. Et ce n'est pas tout, un malade sur 4 se fera réadmettre dans les 30 jours qui suivent sa sortie et un malade sur 2 dans les 60 jours. On imagine bien qu'avec autant d'hospitalisations, autant de malades à prendre en charge et autant de comorbidités à gérer, le budget réservé pour cela est conséquent. À titre d'exemple, la National Health Service, qui représente le système de santé publique au Royaume-Uni, déploie 1% de son budget total à ce titre, soit plus de 980 millions de pounds. Dans ce papier publié cette année dans Circulation, l'American Heart Association révèle que si le coût de l'insuffisance cardiaque avait déjà dépassé les 30 milliards de dollars en 2010, il risque d'atteindre les 70 milliards en 2030. Malgré tout l'arsenal thérapeutique déployé dans l'insuffisance cardiaque, la mortalité reste très élevée et elle frôle les 75% à 5 ans. C'est même pire qu'un bon nombre de néoplasies. Et c'est des malades qui développent aussi, au cours de leur suivi, une défaillance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique, soit suite à de multiples facteurs dans un bon nombre de cas. Il est aussi difficile de titrer la thérapeutique chez ces patients et seulement 22% sont sous dose optimale
d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion et 12% de bêta-bloquants. Alors, on va enchaîner et on en conclut que c'est réellement un problème de santé publique et que ça représente également des enjeux économiques énormes. Alors, on enchaîne avec ce petit cas clinique pour introduire les anciennes recommandations. Il s'agit d'une femme de 54 ans qui consulte à votre niveau pour dyspnée d'aggravation progressive atteignant une dyspnée stade 3 de la NYHA, associée à une asthénie, quelques épisodes de difficultés respiratoires nocturnes, et elle remarque également une prise de poids récente et de légers œdèmes des membres inférieurs. Elle a comme antécédent une hypertension artérielle depuis plus de 18 ans et une insuffisance rénale chronique modérée. À l'ECG, on retrouve une fibrillation atriale à 100 battements par minute, une hypertrophie atriale gauche et un bloc incomplet gauche avec un QRS à 100 millisecondes. Au téléthorax, une cardiomégalie, un syndrome interstitiel au niveau parahilaire, qui est plutôt léger, et un émoussement du cul-de-sac diaphragmatique droit. Un taux de NT-proBNP a été réalisé et est revenu à 3200 picogrammes par millilitre. On remarque bien sur cette iconographie, sur les coupes d'échocardiographie transthoracique, un ventricule gauche dilaté, globuleux, une hypokinésie globale. L'analyse de la fraction d'éjection en Simpson biplan retrouve une FE réduite à 35%. Le ventricule droit et les oreillettes sont aussi légèrement dilatés. Les pressions de remplissage sont élevées. Une IRM cardiaque a été réalisée chez elle et elle confirme le diagnostic de cardiomyopathie dilatée à FE basse de pattern non ischémique. Si l'on doit, donc selon les guidelines de 2016, devant des symptômes évocateurs et une FE inférieure à 40, nous sommes devant une insuffisance cardiaque à FE réduite. Et l'algorithme de prise en charge nous propose un ACE, donc un RAS bloqueur, puis l'ajout de l'agoniste de l'aldostérone si le patient reste toujours symptomatique avec une F1 inférieure à 35. S'il reste symptomatique malgré tout cela, on propose le sacubitril valsartan à la place de l'IEC ou ARA2. La malade n'est pas une bonne candidate à une resynchronisation vu l'absence de critères électriques en faveur, et étant en FA, l'ivabradine ne trouve pas grand intérêt. Qu'y a-t-il de nouveau en insuffisance cardiaque à proposer à ce type de patient? Y a-t-il une classe thérapeutique intéressante chez ces malades qui n'est pas proposée dans l'algorithme de 2016? L'innovation nous est venue de la diabétologie. C'est en effet un traitement initialement utilisé dans le diabète de type 2 qui va secouer le monde de la cardiologie en général et de l'insuffisance cardiaque en particulier. À ce titre, les inhibiteurs des SGLT2 s'inscrivent comme une piste très prometteuse dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à FE réduite. Beaucoup plus efficaces que leurs cousins les inhibiteurs de la GLP1 ou encore les inhibiteurs du DPP4, dont certains d'ailleurs se sont même révélés, comme la saxagliptine, qui était associée à plus de risques d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et qui est donc en classe 3, niveau de preuve B, selon les recommandations ESC du diabète sorties l'année dernière. C'est d'abord l'étude EMPA-REG en 2015 qui a éveillé un intérêt dans la recherche dans le sens des SGLT2, avec des résultats très prometteurs chez le diabétique de type 2. Une baisse de 14% des MACE, une baisse de 38% de la mortalité cardiovasculaire, de 35% des hospitalisations pour décompensation cardiaque et de 32% la mortalité toute cause. Il y a eu aussi l'étude CANVA et CANVA rénal qui a étudié la canagliflozine et aussi DECLARE-TIMI 53 qui a étudié l'effet de la dapagliflozine. Et c'est en 2019 qu'est venu DAPA-HF qui a étudié l'intérêt de la dapagliflozine. Après plus de 5 ans sans études très probantes en matière de FE réduite depuis l'énorme étude paradigme Heart Failure, DAPA-HF a été suivi d'une avalanche d'articles sur l'intérêt de cette classe thérapeutique chez le diabétique, mais aussi chez le non-diabétique. DAPA Heart Failure, c'est plus de 4700 patients randomisés dans 20 pays sur plus de 8000 patients screenés initialement. Les critères primaires de l'étude étaient la mortalité cardiovasculaire, l'hospitalisation pour décompensation ou visite urgente nécessitant un recours au traitement intraveineux. Tous étaient significativement positifs, de 26% pour le critère primaire composite et de 17% pour la mortalité toute cause.
comme on peut le voir sur ces différents schémas. Alors, DAPA-HF a un degré de significativité qui est le même dans les deux populations, diabétiques ou non diabétiques, ce qui a ouvert la porte à l'utilisation de la dapagliflozine comme traitement dans l'insuffisance cardiaque, dans le but de traiter l'insuffisance cardiaque et non le diabète. Ce qui a valu à la Fraxiga, la dapagliflozine d'Astra, d'avoir l'agrément par la FDA comme traitement de l'insuffisance cardiaque à proprement dite. Dapagliflozine et sacubitril/valsartan, on pouvait supposer une éventuelle interaction thérapeutique entre les inhibiteurs de la néprilysine et les ISGLT2, vu que l'effet des peptides natriurétiques se fait également au niveau du tube proximal, comme celui des inhibiteurs des SGLT2. Mais en fait, non, DAPA-HF note une efficacité semblable chez les 10% de patients sous sacubitril/valsartan. Passons maintenant au mécanisme d'action des SGLT2, des ISGLT2. Alors, pour comprendre leur mécanisme d'action, je vais vous demander de replonger un petit peu en deuxième année préclinique, dans le chapitre physiologie rénale. Et comme leur nom l'indique, ce sont des inhibiteurs compétitifs du cotransport 2 du sodium-glucose, qui est impliqué dans la réabsorption du glucose dans le tubule rénal proximal. À l'état physiologique, tant que la glycémie est inférieure à 1,80 g par litre, la totalité du glucose est filtrée et réabsorbée grâce au transport SGLT2, GLUT2. Les SGLT2 sont présents du côté de la lumière tubulaire et ce glucose traversera par la suite la cellule avec le sodium, la cellule tubulaire, et sera excrété dans la circulation sanguine par le côté basolatéral en même temps qu'une molécule de sodium, et ce, grâce au GLUT2 et à la pompe Na+, K+, ATPase. C'est donc un transport actif. L'inhibition de ce système va entraîner une glucosurie, mais aussi un effet natriurétique, et ce dernier a l'avantage de ne pas entraîner d'hypokaliémie, contrairement aux diurétiques de Lens. En plus de ceci, ils auraient un effet supposé sur les cardiomyocytes, sur l'expression des marqueurs profibrotiques et la production d'ATP, supposant une amélioration de la fonction myocardique. Un autre mécanisme d'action est retrouvé dans cette thérapeutique. Selon ce schéma, comme on peut le voir, chez un adulte sain, les fibroblastes autour du tubule proximal produisent de l'érythropoïétine. Chez le diabétique, le glucose absorbé via les SGLT2 consomme de l'énergie et donc de l'ATP, ce qui va créer de l'hypoxie locale, du stress oxydatif et donc de l'inflammation. Sous l'effet des cytokines inflammatoires, ces fibroblastes qui sont supposés produire de l'EPO à l'état normal vont se transformer en myofibroblastes qui perdent cette capacité. Et donc, comme le montre le schéma C, si on bloque ce mécanisme grâce à cette thérapeutique, au SGLT2, ce stress oxydatif sera bloqué et on aura une reconversion des myofibroblastes en fibroblastes et donc un retour de l'érythropoïétine. Sur l'échelle moléculaire, l'étude EMPA-Vision, qui est une étude mécanistique regroupant 72 malades diabétiques de type 2 et insuffisants cardiaques. Il s'agit d'une étude randomisée en double aveugle qui va étudier l'effet de l'empagliflozine sur le ratio phosphocréatine et ATP. Ce ratio phosphocréatine est inversement proportionnel à la classe fonctionnelle de la NYHA. Donc, l'hypothèse qui est émise par cette étude, c'est que les SGLT2 vont plutôt augmenter ce ratio et donc améliorer la fonction cardiaque et diminuer de la classe fonctionnelle de la NYHA. Cette étude va se baser sur l'utilisation donc va étudier en fait le mécanisme cardiaque à travers l'IRM et le PET scan et on attend les résultats de l'étude avec impatience. Et donc, ces molécules ont des effets positifs en cas d'insuffisance cardiaque à bien des niveaux. À ce niveau, donc en produisant de l'ATP, améliorant la fonction cardiaque, mais aussi au niveau rénal par leur effet diurétique et natriurétique, en diminuant le stress oxydatif, en augmentant la disponibilité de l'EPO, augmentant l'érythropoïèse et donc le transport de l'oxygène.
Donc, après avoir présenté cette petite étude mécanistique, on va entamer Emperor Reduced, qui est l'étude qui a été présentée lors de l'ESC 2020 à Amsterdam. Alors, en août 2020, lors du congrès digital de l'ESC à Amsterdam, le docteur Milton Packer et le docteur Faiz Zanat présentaient Emperor Reduced, une étude randomisée, multicentrique, internationale, avec près de 520 centres qui ont participé dans plus de 20 pays, en double aveugle, empagliflozine versus placebo. Elle regroupe 3730 patients sur 7220 patients screenés, âgés en moyenne de 65 ans, en stade 2 de la NYHA ou plus, avec une fraction d'éjection inférieure à 40%. La moitié de ces patients étaient diabétiques et un quart étaient des femmes. Ils ont été divisés en 2 bras, un recevant 10 mg d'empagliflozine, le second, non, en plus de leur traitement recommandé de l'insuffisance cardiaque. Et ils ont été suivis sur 16 mois. Donc, voici les critères d'inclusion et les critères d'exclusion. C'était des patients globalement âgés de plus de 18 ans, insuffisant cardiaque chronique au stade 2, 3, 4 de la NYHA, avec certains cut-offs de NT-proBNP qui ont été préétablis. Plus de 600 picogrammes par millilitre si la FE est inférieure à 30, plus de 1000 si elle est entre 31 et 35, et plus de 2500 si elle est supérieure à 35. Et les cut-offs étaient doublés en cas de fibrillation atriale. Si on devait donc comparer les patients choisis dans Emperor Reduced comparés à ceux de DAPA Heart Failure, les patients choisis étaient plus sévères et plus lourds que ceux randomisés dans DAPA Heart Failure, avec une FE plus basse, en moyenne à 27%. Plus de 80% de ces patients avaient un NT-proBNP qui a un facteur pronostic élevé, supérieur à 1000 et en moyenne à 1900. D'ailleurs, 40% des patients placebo dans Emperor Reduced ont présenté donc 40% d'événements cardiovasculaires de plus chez les patients placebo dans le bras Emperor Reduced comparé à ceux de DAPA Heart Failure. Donc, pour dire que c'est des patients qui sont plus sévères. 3 critères étudiés. Le critère principal qui est un critère composite, mortalité cardiovasculaire et hospitalisation pour décompensation cardiaque. Un critère secondaire représentant la totalité, le total des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et un second critère secondaire qui est le ralentissement du déclin de la filtration glomérulaire. Avec plus de 246 primo-hospitalisations pour décompensation cardiaque dans le bras empagliflozine versus 342 dans le bras placebo et 187 décès de cause cardiovasculaire contre 202 dans le bras placebo, il semble que cette molécule réduit de 26% ce critère composite, primaire composite. Cet effet est valable dans les différents sous-groupes. Donc là, je vous montre le tableau qui représente les résultats. Alors, ce critère est valable dans les différents sous-groupes, diabétiques ou pas, quel que soit le sexe, l'âge ou l'ethnie. Et il reste efficace chez les patients sous sacubitril/valsartan, c'est-à-dire les patients les plus sévères, soit 20% des patients randomisés. Un bénéfice également sur le nombre total des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, avec 388 événements dans le bras empagliflozine contre 553 dans le bras placebo, soit une baisse de 31%. Les patients hospitalisés sous empagliflozine ont nécessité moins de recours aux vasopresseurs ou aux inotropes, moins de recours au traitement intraveineux et moins d'hospitalisations graves nécessitant un transfert en soins intensifs comparé à ceux du bras placebo. Quant à l'évolution de la fonction rénale, au terme du suivi, on remarque une première baisse brutale du DFG les 4 premières semaines du suivi, puis un aplatissement de la courbe du déclin du DFG chez tous les malades sous ISGLT2, avec à la fin du suivi une baisse du DFG plus marquée chez le groupe placebo. Un deuxième critère composite rénal qui est la baisse des événements rénaux, dialyse, transplantation rénale, etc., chez les patients traités par empagliflozine. Emperor Reduced, c'est aussi une amélioration de la classe fonctionnelle de la NYHA dès la 4e semaine de traitement, alors qu'on note une détérioration de cette dernière dans le bras placebo. Par contre, pas de différence dans les résultats du score de qualité de vie de Kansas City.
empagliflozine et biomarqueurs, on remarque une perte de poids, une baisse du taux de NT-proBNP, une baisse de l'hémoglobine glyquée et une baisse de la pression artérielle systolique chez les patients sous empagliflozine. Ce traitement n'est cependant pas sans effet secondaire. Des cas de déshydratation, d'hypotension, d'hypoglycémie ou paradoxalement d'acidocétose diabétique, euglycémique, ont été notés. Mais l'effet secondaire le plus fréquent est plutôt les infections du tractus génital non compliquées. Donc, au total, il s'agit d'une étude plutôt positive, que ce soit pour le critère primaire composite, hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès de cause cardiovasculaire, ou les critères secondaires, quel que soit le groupe analysé. En comparant DAPA-HF et EMPEROR-Reduced, on se rend compte que les résultats sont plutôt similaires, comme on peut le remarquer là maintenant. Il y a des petites différences. Un effet bénéfique sur le critère composite rénal dans EMPEROR-Reduced, chose qui n'est pas vraiment retrouvée dans DAPA Heart Failure. En revanche, DAPA Heart Failure semble réduire la mortalité de cause cardiovasculaire de façon plus significative. Les ISGLT2, c'est encore plus d'études à venir dans les FE réduites, mais aussi dans la fraction d'éjection préservée. Et tout cela risque alors de chambouler l'algorithme de prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Puisqu'un traitement associant bêta-bloquant et RAS-bloqueur, SGLT2, inhibiteur de la néprénisine et antagoniste de l'aldostérone semble allonger la survie de plus de 6 années, de 6,3 années de plus que si l'on se contente d'un traitement conventionnel RAS-bloqueur et bêta-bloquant. Donc, le traitement de base reposera dans un futur proche sur ces 5 piliers de l'insuffisance cardiaque. Les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, les inhibiteurs de la néprénisine, les bêta-bloquants, les antagonistes de l'aldostérone et les SGLT2 inhibiteurs. Plutôt que cet algorithme classique, on pourrait penser que le prochain algorithme de prise en charge sera personnalisé et inclura ces différences thérapeutiques avec de base des SGLT2, des bêta-bloquants, un ARNI, un anti-aldostérone, et on ajoutera d'autres thérapeutiques en deuxième intention selon le profil du malade. Ivabradine ou vericiguat, digoxine, etc. Ou alors, on pourra proposer un schéma plus classique, comme les... Allô? Je crois qu'il y a un petit souci de connexion lors de la dernière slide. Voilà. Alors, c'est la dernière slide. Alors qu'un schéma plus classique, comme celui proposé par le professeur Galinier, qui va mettre les SGLT2 en deuxième position chez l'insuffisance cardiaque non diabétique. Attends, j'ai plus le partage. Est-ce que vous avez le partage? Je vais... Non, il n'y a plus. Non. Je vais essayer de repartager. Alors, comme je le disais, plutôt que cet algorithme classique, on pourrait penser que le prochain algorithme de prise en charge sera personnalisé et inclura ces différentes thérapeutiques avec de base les SGLT2, des bêta-bloquants, les ARNI, donc inhibiteurs de la néprénisine associés aux ASNI bloqueurs, et un anti-aldostérone, et puis l'ajout d'autres thérapeutiques en deuxième intention selon le profil du malade. Ivabradine, vericiguat, pourquoi pas, digoxine, etc. Ou alors, un schéma un petit peu plus classique proposé par le professeur Galinier dans son dernier article, mettant les SGLT2 en deuxième position chez l'insuffisant cardiaque non diabétique et en première position chez l'insuffisant cardiaque diabétique de type 2. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Nawel, pour cet excellent exposé, très didactique. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Donc, c'est la première partie donc, de cette conférence. La deuxième partie sera faite par Tahman la semaine prochaine. Donc, on ouvre les débats, les questions. En fait, tu peux arrêter le partage si tu veux. D'accord. Donc, celui qui veut poser une question, en fait, il lève la main. Donc, c'est possible avec le Zoom là-bas.
Vous levez la main et vous prenez la parole. Voilà, c'est tout. Hein. À vous la parole, tout le monde, s'il y a des questions. Ben, on a un cas présenté, donc avec nous, Nia, lui demander. Nous avons un cas présenté d'anévrisme important des coronaires. Vous pouvez avoir son avis. C'est l'ami de Romain et de Nidja. C'est à la fin, on va présenter ce cas, mais on reste avec la suffisance cardiaque encore quelques minutes. Allez, il y a l'ami Abou Rahla qui veut poser une question. Vas-y, Lahla. Bonsoir tout le monde. Merci Dahimen pour la présentation, c'était excellent. J'aimerais savoir, dans l'étude que tu as présentée, à partir de quel stade de la NYHA les patients ont été inclus? Est-ce que par exemple le stade 2, ils ont été inclus? Une deuxième question, est-ce que dans la réponse, on a évalué quand même les volumes ventriculaires, c'est-à-dire volume télédiastolique, télésystolique et les pressions pulmonaires? Est-ce qu'on a évalué ça? Alors, pour la première question, c'est les patients à partir de la NYHA2 qui ont été inclus dans Ampere Reduced. C'est la même chose pour DAPA-HF. Et l'évaluation, elle est beaucoup plus clinique, événements cardiovasculaires et filtration glomérulaire. Donc, pas de critères échographiques réellement étudiés. Merci, Dahimen. Je vous en prie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Ceux qui veulent poser la question. Saïdou Amar, vas-y, tu veux poser une question? Saïdou Amar, tu veux un commentaire? Vas-y, Romar, si tu as quelque chose à dire. Vas-y, Romar. Oui. Vas-y. Oui, je voudrais savoir si le mécanisme de l'acidocétose est élucidé ou pas. Alors, par rapport au... Oui, je vais répondre tout de suite. Par rapport au mécanisme de l'acidocétose, ça reste quand même des suppositions. C'est une acidocétose qui est euglycémique et ils ont supposé que la perturbation due à la baisse donc, du glucose au niveau sanguin, on a un ratio insuline-glucagon qui va alors baisser. Et donc, on aura une lipolyse puisqu'on a une baisse de l'insuline qui est plutôt une hormone de la lipogénèse. Et donc, élévation des corps cétoniques et acidocétose. Mais ça reste quand même en fait des suppositions et on n'a pas encore de preuves de tout cela. C'est l'hypothèse proposée de l'acidocétose glycémique. Ça reste relativement rare. Il n'y a eu que 4 cas décrits dans Amparec, par exemple. Ouais, mais le problème le plus sérieux, je pense, c'est les infections génitales hein, qui sont... Oui, très fréquentes, assez fréquentes chez les patients sous ACLT. Azouz, oui, tu veux poser une question? Azouz. Vas-y. Amrouche aussi. Amrouche a une question. Vas-y. Amrouche, vas-y. Oui, bonsoir. Soyez réactif rapidement, yallah. Oui, bonsoir. Je voulais lui demander comment on choisit entre les deux molécules, puisque c'est deux grosses études qu'elle a présentées, DAPA-HF et Emperor. Elle avait dit que les résultats étaient similaires. Donc, est-ce qu'il y a un profil de patient pour lequel on va choisir l'une ou l'autre? C'est difficile de choisir entre les deux, mais en fait, Emperor a prouvé son efficacité chez des patients plutôt sévères et dapagliflozin chez des patients un peu moins sévères. Donc, quand ils ont présenté ces études dans les recommandations, dans le congrès ESC 2020, ils avaient dit qu'à eux deux, ils englobaient la plupart des patients insuffisants cardiaques. Empagliflozin pour les plus sévères et dapagliflozin pour les un petit peu moins sévères. Mais pas réellement de différence. Ça reste des suppositions. On n'a pas encore de critères de choix entre dapagliflozin et empagliflozin. Merci beaucoup. Et je voulais demander aussi pour l'insuffisance rénale. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux? Est-ce
que je pense que tu en avais parlé. Oui, c'est l'empagliflozine qui a prouvé pour le second critère composite, donc dialyse et événements rénaux sévères, c'est l'empagliflozine qui a prouvé son efficacité plus que la dapagliflozine. Et dapagliflozine, beaucoup plus d'effets pour la mortalité de causes cardiovasculaires comparée à l'empagliflozine. Ok, merci beaucoup. Oui, y a-t-il Merci. encore des questions, des commentaires? Et dans les guidelines actuellement américains et européens, c'est bon, hein, donc ça fait partie des recommandations, ça va faire partie. Donc, il faut commencer à s'y mettre. Bon, s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas, il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de questions, on passe à... Plus de questions? Alors, je vais poser une question. Et alors, Monsieur Samir Elias d'Arabie Saoudite, تفضل. Salam alaikum. سلام مرحبا. Je voulais juste savoir, en matière d'organisation, est-ce que ces nouvelles molécules, que ce soit l'interesto, les DAPA ou les... Est-ce que c'est n'importe quel cardiologue qui peut les prescrire ou il y a un comité ou un service spécialisé qui va évaluer les services ou les unités d'insuffisance cardiaque, les super spécialistes de l'insuffisance cardiaque qui peuvent évaluer l'indication, le suivi, etc. Vous veux dire au début ou là pour tout le temps? Pour tout le temps. C'est-à-dire maintenant, début, peut-être. Au début, mais même pour après, pour les suivis des patients, est-ce que l'indication... Hein? Ben, ça va se banaliser, peut-être au début, pour voir un peu sur le Oui, l'entresto, ça c'est plutôt généralisé. Donc l'entresto, par exemple, ça peut être maintenant, prescrit par... alors qu'au début, c'était vraiment... Et ça risque de devenir un traitement de première ligne. Donc, il sera prescrit il est prescrit par tous. Par contre, les SGLT2, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Du moins dans cette indication. Parce que peut être efficient, il y a le problème des molécules, mais il y a le problème des coûts, parce que les coûts sont énormes, très chers. Donc, si on permet ces médications à tout le monde, c'est un facteur très limitant. Pour justement prendre les patients qui vont vraiment en bénéficier, pas... C'est pour ça que je pose. Parce qu'en Arabie Saoudite, par exemple, pour les sciences cardiaques, il y a des unités dans chaque hôpital, même petit hôpital, il y a un comité de prescription des médicaments qui coûtent cher. Par exemple, l'interesto, les médicaments, par exemple, pour les dyslipidémies, les vorolizumab, ou tout ce qui s'en suit. Donc, ils ont des comités pour les prescrire, pour les donner aux patients. Ce n'est pas généralisé, ce n'est pas n'importe qui peut vraiment respecter les indications. Merci. Je peux intervenir justement pour nous, chez nous, docteur Nia, bonsoir. Donc pour nous, déjà que le médicament n'existe pas, les gens sont en train de l'acheter en Europe. Donc les médecins sont en train de se permettre quand même de prescrire le médicament quand le patient se permet de l'acheter en euros. Donc, c'est tous les cardiologues qui peuvent quand même prescrire. Je parle de l'Entresto. Hein. Oui, parce qu'apparemment, il y a un sous-groupe de patients où le bénéfice est vraiment important. On a eu des cas, moi j'ai eu quelques cas, il y a eu quand même une évolution spectaculaire. Mais Cheikh, il faut le donner un peu précocement. Nous, justement, on le donne un peu tard parce qu'on n'a pas le choix. Il n'est pas enregistré, ça coûte cher.
Mais plus on le donne précocement, plus on va capitaliser un peu le pool de BNP que contiennent les cardiomyocytes, et plus on prolonge la survie. Et pour les inhibiteurs des SGLT2, ça va aller dans le même sens, ça va aller vers vraiment un traitement précoce. Maintenant, avec Pionnier, on donne l'Entresto, même une insuffisance cardiaque aiguë, quelqu'un qui est naïf, il suffit juste de passer le cap, de décongestionner, ne plus avoir recours à du furosémide intraveineux et on peut vraiment l'introduire en première ligne. Donc, comme a dit Dahimen, ça va bientôt être pratiquement le traitement de première ligne chez certains qui font de grosses insuffisances cardiaques d'emblée. Très bien. Ouais, c'est ce qu'ils disent maintenant. Il faut le passer le plus rapidement possible pour diminuer les hospitalisations et la survie. Oui, mais tout cela a un coût, là. Mais si la santé n'a pas un prix, il n'y a pas de prix, mais un coût. Là. Ça va très cher. C'est très très cher. C'est pour cela qu'il faut axer sur la prévention. On ne dira jamais assez la prévention. ثم la prévention. ذو الوقاية خير من قنطار العلاج. المهم, bon, s'il n'y a plus de questions, on remercie encore une fois le docteur Dahimen qui nous a fait une très belle présentation, très éducative. Merci, Ustad. Félicitations. Et on va passer à moi j'arrête maintenant.